Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Relevé de compteurs. Hier, c'était la Saint-Valentin. Nombre d'entre nous ont été au restaurant en amoureux pour fêter cela, ou au restaurant entre amis pour ne pas fêter cela. Eh bien, la Saint-Valentin m'a fait rappeler une histoire. Une histoire qui est arrivée à une amie d'une amie à l'occasion d'une Saint-Valentin. L'amie de mon amie avait été au restaurant avec son petit copain. Et tard le soir, ils ont repris la route. Pour rentrer chez eux, ils devaient traverser le bois de Falimpin. Malheureusement, le jeune homme avait oublié de faire le plein de son véhicule et est tombé en panne sèche au milieu du bois. Sur la route, ils avaient entendu à la radio qu'un maniaque s'était évadé de l'hôpital psychiatrique des environs. Le petit ami a décidé d'aller lui chercher de l'essence seul et a expliqué à sa copine qu'elle devait bien verrouiller les portières. Et surtout, n'ouvrir sous aucun prétexte. Il allait courir et revenir le plus vite possible. La jeune fille a attendu. C'était une nuit noire, et elle a attendu. Longtemps. Elle voyait les heures défiler sur sa montre, et pas de petit ami en vue. Puis elle a entendu un drôle de bruit. On aurait dit qu'on tapait sur le toit de la voiture. C'était régulier, répétitif. On tapait. Elle a bien suivi les conseils qu'il lui avait donnés. Elle s'est blottie dans le siège, elle n'a pas bougé, elle n'a pas dit un mot, elle n'a surtout pas touché aux portières. Puis elle a vu des phares arriver dans la nuit. Des phares et des gyrophares. La police est sortie, il y avait un haut-parleur, on lui a dit de sortir du véhicule, de venir le plus rapidement possible et sans se retourner. Elle est sortie du véhicule, elle a couru vers la police. Mais elle s'est retournée. Et là, elle a vu un type complètement dément qui tapait sur le toit de sa voiture avec la tête de son petit copain. Bien évidemment, cette histoire n'a pas exactement eu lieu. Elle n'est jamais arrivée à l'amie d'une amie. C'était une histoire que racontaient les grands quand j'étais petite en colonie de vacances. Une histoire qui se racontait la nuit pour faire peur. La nuit, certains les prenaient au sérieux. Ils avaient peur qu'un fou ne débarque dans le centre de la colonie et ne trucide tout le monde. Cette histoire est ce que l'on appelle une légende urbaine. Une légende qui se répand à travers les villes. Une légende contemporaine, moderne. Mais qu'est-ce qu'une légende urbaine, me direz-vous? Voire même, qu'est-ce qu'une légende? Si on regarde dans le Larousse, une légende, c'est tout simplement un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Ça peut aussi être une représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un, et qui se conserve dans la mémoire collective. Ou encore, un bruit, une rumeur née d'une déformation et d'une amplification de faits réels par l'imagination. Et oui, légendes et rumeurs sont très proches l'une de l'autre. Il existe en fait 3 types de légendes. Les plus courtes vont tenir en une phrase, les plus longues tiendront du mythe. Mais il ne faut pas croire que les légendes font forcément intervenir le surnaturel. Nombre de légendes, comme celle que j'ai évoquée, celle du fou évadé, sont solidement ancrées dans le réel. Elles sont basées sur un fait réel déformé et amplifié pour devenir passionnant. Elles se passent tout près géographiquement et temporellement, et est arrivée à l'ami d'une amie ou au cousin d'une cousine. C'est le 3e type de légende, une histoire courte et structurée, qui va se répandre à travers la population. Par leur aspect géographique et temporel clairement affirmé, les légendes se différencient des contes merveilleux. En effet, le conte merveilleux doit permettre à tous de s'identifier au héros. Pour ce faire, un conte n'est ni daté ni situé. Le héros est un être flou auquel on attribue quelques caractéristiques physiques ou vestimentaires, mais qui n'a pas vraiment de visage défini, qui n'a pas vraiment de taille. Un être qui pourrait être n'importe qui. C'est ce qui rend le message du conte merveilleux universel. Au contraire, la légende, elle, se veut locale, proche de l'auditoire. Elle va ainsi être rendue réelle et aura un impact tout autre. Elle pourra jouer un rôle d'avertissement, d'exutoire des peurs, voire de protestation sociale ou d'humour. La légende urbaine va se rapprocher de la rumeur. Une rumeur structurée, étayée de faits, tels que des lieux ou des dates, des noms, et qui va se répandre au sein des populations faisant fi des frontières. Les légendes n'hésitent pas à traverser l'océan. On retrouve des légendes américaines jusqu'en Finlande et inversement.
Un conte merveilleux va aussi être distancié du réel par la façon dont il est raconté. Il est raconté dans un temps et un espace légèrement décalés, sur une scène à l'occasion d'une veillée. Un conte merveilleux ne va pas être raconté au comptoir d'un bar ou de but en blanc au milieu du repas de famille. Sa venue va être préparée. Alors que la légende, elle, est racontée telle une anecdote. L'anecdote incroyable que tout à chacun voudra s'approprier et relater au détour d'une conversation afin d'attirer tous les regards vers lui. La légende se répandra par le bouche à oreille. Elle pourra même être relayée un temps par les médias si le contexte s'y prête. C'est l'histoire du fou du métro. Vous savez, dans les années 80, le type qui passait sur les quais de métro et poussait les usagers sur la voie au moment où le métro arrivait. Ça avait fait les grands titres. Tout le monde en a parlé. Je me souviens que mes parents étaient paniqués à l'idée d'aller prendre le métro à l'époque. Eh bien en fait, cette histoire est simplement une incarnation d'une peur de l'autre, la peur de l'inconnu qui provoque la mort de façon aléatoire et irraisonnée. Une histoire dans laquelle n'importe qui devient une cible potentielle, une histoire qui fait frissonner tout le monde. Mais ça reste une histoire. Une histoire qui faisait écho à un événement à l'époque, un fait divers tout simple, avec des personnes âgées qui se faisaient cambrioler. L'histoire a été quelque peu déformée, amplifiée, elle a gagné dans le spectaculaire et elle est passée dans les journaux. Les légendes urbaines font bien souvent frissonner, surtout chez les adolescents. Se raconter l'histoire du fou évadé la nuit dans une colonie de vacances permet d'expérimenter la peur en toute sécurité et d'apprécier son courage par rapport aux autres. Ça va être l'un des rôles des légendes urbaines. Se faire frissonner, se donner du courage, apprécier tous les dangers de la vie sans prendre aucun risque. Les légendes urbaines foisonnent, elles abordent tous les domaines. Qui n'a jamais entendu parler du type qui a trouvé des crottes de souris dans son pain ? Voire carrément une souris en morceaux. Voire un doigt humain. Ah, peut-être que le doigt humain se trouvait dans une canette de soda dans l'histoire. Bien évidemment, le soda est industriel. Et dans l'histoire, le pain est industriel. Ici, on a un message simple et clair. Préférez la fabrication artisanale à la fabrication industrielle. Elle est tellement plus saine. Et afin que ce message soit vraiment marquant, il fait appel au motif du cannibalisme involontaire pour appuyer son propos. En effet, le cannibalisme, l'idée même d'ingérer un humain ou un morceau d'humain, est un tabou fort de nos sociétés. C'est un tabou qui ne peut être transgressé et qui va répugner. La simple idée de manger un morceau d'humain ou d'avoir été sur le point d'ingérer un morceau d'humain, cette simple idée dégoûte et révolte. C'est donc un motif idéal pour avertir des dangers supposés de l'industrialisation, et cette légende qui fait le tour des sociétés encore et encore et encore va ainsi prévenir que le mal est parmi nous, de façon peut-être un peu exagérée. Mais souvent, c'est l'histoire du voisin, l'histoire de l'ami d'un voisin, l'histoire du cousin, l'histoire du gars là au bout de la rue. Il a bien trouvé le doigt dans le pain, hein, il en est sûr, et puis il y avait même du sang dégoulinant tout autour, le pain était taché de rouge. L'histoire va pouvoir prendre moult détails, tous plus répugnants les uns que les autres. Et nombre de gens y croiront. Ou même s'ils ne la croient pas, la rapporteront cette histoire parce qu'elle est tellement plus passionnante que tout ce qui peut arriver dans la vie banale de tous les jours. Le motif du cannibalisme involontaire, parce qu'il provoque une réaction forte, est fréquemment repris dans les romans, les films ou les séries. Notamment sous la forme du mort dans la cuve d'eau ou la cuve de vin. Ainsi, le mort trempe dedans et les vivants ingèrent des particules du mort lorsqu'ils boivent le liquide dans lequel il a baigné. Ainsi, on va rendre un meurtre spectaculaire, on va créer une réaction vive chez le public et un dégoût encore plus prononcé pour le meurtrier, qui sinon aurait probablement été juste un type banal, qui aurait banalement tué un autre type banal. Je vous propose une première pause musicale avec Pet de Lil Boots, extrait de la BO de The Crow, City Avengers. Harlequin, no need to explain yourself. I was born to pay for my previous sins.
C'était donc Pet de Lil Boots, extrait de la bande originale du film The Crow, City of Angels. Les légendes urbaines vont donc se répandre à travers la population, que ce soit par le bouche à oreille ou par les médias. Les médias vont très fréquemment relayer des légendes urbaines. Dans les années 80, les médias ont beaucoup relayé l'histoire de la bête de Réauville. Une espèce de monstre, un énorme lynx ou un énorme loup gigantesque qui faisait jusqu'à 1,80 m qui rôdait dans la montagne. Cet événement faisait suite à la réintroduction du lynx et rappelle étrangement la bête du Gévaudan. Une quantité de gens ont vu cet animal. Ils l'ont vu de jour, de nuit, ils l'ont vu de toutes les couleurs, de toutes les tailles. On a dépêché les membres de l'ONF, l'Office national des forêts, les spécialistes de tous les grands fauves, afin d'identifier la bête. Les médias se sont emparés de l'affaire des semaines durant. On a parlé de la bête, de la chasse qui lui était ouverte, et on l'a recherchée. Des semaines après que l'histoire ait été oubliée du grand public, l'ONF continuait de publier des rapports sur la chasse qui avait été ouverte au sujet de cet animal. La conclusion était que probablement quelqu'un avait aperçu un lynx, et que l'histoire avait été déformée, comme souvent dans les légendes. Les légendes urbaines vont donc, dans ce cas par exemple, faire écho à une peur, toute simple, celle de l'animal qui va venir manger le troupeau. Une peur fréquente, celle de la bête qui va venir dévorer l'humain. Elle va aussi faire écho aux problèmes écologiques qui se posent. La réintroduction du lynx dans son habitat d'origine, dont il a été éliminé, et auquel on va ramener une espèce qui du coup est devenue étrangère à l'homme. Des problèmes sociétaux qui vont donc trouver un écho dans les légendes qui vont se répandre et auxquelles les médias vont faire écho eux aussi. Toutes ces peurs vont donc facilement s'exprimer dans une structure plus poussée que la simple rumeur. D'autres rumeurs vont faire la une des journaux. Par exemple, l'histoire de la femme qui a tué son chat et qui veut à tout prix s'en débarrasser. Comment vous débarrassez-vous d'un chat lorsque vous vivez dans un appartement? Tout simplement en allant l'enterrer dans le jardin d'une amie. Mais comme vous êtes en avance au rendez-vous, étonnamment, vous allez faire des courses dans le centre commercial. Assez classique. Et dans le centre commercial, malencontreusement, vous oubliez le sac dans lequel vous avez enfermé votre chat, mort. Pas de chance, un voleur sévit à ce moment-là et va voler le sac avec le cadavre de chat. La personne, quand elle revient, ne retrouve donc pas son sac, erre dans le centre commercial, plutôt contente que le problème se règle de lui-même, et dévoie un attroupement. Lorsqu'elle se rend sur l'attroupement, elle découvre une femme qui tient serré dans son sac, dans ses bras, un sac d'où dépasse le cadavre d'un chat. Et la femme est évanouie. Cette histoire a été fréquemment relayée par les médias depuis les années 50. Absolument pas crédible, mais les médias se sont fait un plaisir d'en parler parce qu'elle a quelque chose d'unique, quelque chose qui la rend drôle, puisque là, le voleur, être amoral, est lui-même dupé et se retrouve à la fois arrêté pour le vol et en même temps quitte d'une bonne frayeur et surtout d'un événement relativement traumatisant dans sa vie. Les histoires de voleurs dupés, les histoires de voyous à la main arrachée, les histoires de fous démembrés sont des façons en fait d'exprimer pour les gens une vengeance qui pourrait être amorale si elle était pratiquée dans la réalité, mais une vengeance qui, à travers l'histoire, devient inoffensive, voire morale et même plutôt drôle. Peut-être certains parmi vous se demandent pourquoi est-ce que je parle d'histoires qui ne sont pas de contes dans une chronique qui porte sur le conte. Pourquoi parler de rumeurs élaborées, de rumeurs que tout un chacun va pouvoir raconter au cours du dîner ou en prenant un verre avec des amis, alors qu'on doit parler de sujets sérieux, de contes merveilleux, de sens cachés et profonds. Tout simplement parce que les légendes urbaines sont des histoires, et que comme toutes les histoires, les conteurs s'en sont emparés. Ils se les sont appropriés, et on les retrouve au détour d'un spectacle entre un conte merveilleux et une histoire drôle. Je me souviens d'un spectacle de Jean-Claude Bray, un conteur creusois. Il racontait l'histoire d'une demoiselle qui avait été prise en stop par un jeune homme. C'était la nuit, aux environs de minuit, le jeune homme roulait et il l'a vue sur le bord de la route. Il s'est arrêté et lui a proposé de la ramener chez elle. Elle a accepté. Elle est montée dans sa voiture, elle était peu loquace, voire pas du tout. Ils ont fait le chemin en silence. Il l'a déposée là où elle lui avait demandé. Elle était très belle,
et très mystérieuse. Alors, le lendemain, lorsqu'il a retrouvé le pull de la jeune femme dans sa voiture, il a décidé de retourner là où il l'avait déposée, afin de la retrouver, la revoir une fois de plus. Lorsqu'il est arrivé devant la maison, il a frappé à la porte. On lui a ouvert et il a demandé à voir la jeune fille qui vivait là. Cette jeune fille était morte depuis plus de 10 ans. L'homme était triste. L'homme était surpris. Il avait pris en stop un fantôme qui l'avait marqué, un fantôme qu'il aurait aimé connaître. Lorsqu'il la raconte, cette histoire, Jean-Claude Bray, elle est vraiment sublime. Une histoire d'amour comme on aimerait tous en vivre. Une histoire qui est en fait une légende urbaine, celle de l'autostoppeur qui se volatilise de la voiture, celle de l'autostoppeur qui parfois laisse un objet permettant de l'identifier comme étant un revenant. C'est une légende que l'on retrouve un peu partout, en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout où la voiture existe, on retrouve la légende de l'autostoppeur qui s'est volatilisé. Parfois dans des versions beaucoup moins romantiques que celle de Jean-Claude Bray. Les légendes sont donc, au même titre que les contes, reprises par les conteurs. Ce sont des histoires que l'on va pouvoir raconter sur une scène, des histoires que l'on va rendre moins locales, peut-être des histoires que l'on va rendre parfois plus belles, parfois plus inquiétantes. Mais ça reste des histoires que n'importe quel conteur, s'il le souhaite, peut s'approprier, ou n'importe quel écrivain. Comme je le disais tout à l'heure, le cadavre dans la cuve est un thème souvent repris dans les histoires écrites. Dans les romans d'Agatha Christie, on retrouve des morts qui flottent dans les tonneaux de vin. Dans certaines séries, on retrouve des morts cachés dans les cuves à eau de l'immeuble. Dans les films aussi. Si j'ai fait le choix de passer les musiques de la bande originale du film The Crow, City of Angels, c'est parce que l'histoire fait penser à une légende urbaine. The Crow, City of Angels a été réalisé en 1996 par Tim Pop et dedans joue Vincent Pérez. Ce film fait suite à The Crow, réalisé par l'excellent Alex Proyas, qui a aussi notamment réalisé Dark City. The Crow a été réalisé en 1994 et avait révélé Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, au grand public. Malheureusement, Brandon Lee trouvera la mort durant le tournage du film et rentrera ainsi dans le domaine des monstres sacrés du cinéma. Dans The Crow, et aussi dans The Crow, City of Angels, l'histoire raconte un homme dont l'âme est ramenée d'entre les morts par un corbeau afin de réparer le mal qui lui a été fait, ainsi qu'à sa bien-aimée. L'homme devient un vengeur solitaire qui arpente les rues de la ville pour éliminer ceux qui l'ont fait souffrir. Par bien des côtés, cette histoire peut faire penser à une légende urbaine. L'histoire d'un homme qui décide de venger la mort de sa femme en s'en prenant aux malfrats qui en sont responsables. Une histoire qui est enjolivée, transformée et amplifiée pour gagner en intérêt, en spectaculaire, en passionnant. Cette histoire est basée en fait sur un comique, The Crow, tout simplement. Cette histoire a marqué des générations. The Crow est devenu un film culte parce qu'elle touche au plus profond de nous. Elle touche à la perte de l'être aimé, elle touche à ce que l'on aimerait faire lorsque l'on fait du mal à quelqu'un que l'on aime. Elle touche au fait qu'on ressent le besoin de se venger de tout le mal qui est fait à quelqu'un que l'on aime. Elle touche au fait que cette vengeance est interdite. On n'a pas le droit de se faire vengeance soi-même, mais dans l'histoire, grâce au corbeau, grâce à sa nouvelle immortalité, il peut venger. C'est tout l'intérêt des légendes urbaines. Exprimer tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on aimerait faire, mais que l'on ne peut faire. Exprimer toutes nos peurs inconscientes, toutes nos peurs cachées, les vivre à travers des événements qui, à la base, seraient peut-être simplement des événements banals, des faits divers que l'on retrouve dans le journal, mais qui là deviennent subitement des événements extraordinaires, des événements dont on aimerait être le héros, même si on sait que c'est impossible. Parce que c'est quand même tout ce qui fait le charme des légendes urbaines, n'est-ce pas ? Une amplification qui confère un intérêt accru à une histoire qui sinon serait somme toute particulièrement banale. Je vous propose une nouvelle pause musicale avec Knock Me Out de Linda Perry et Grace Leak,
extrait de la bande originale de The Crow, City of Angels. Down and kept me sober through all this time with no regret. I guess that's just the way I liked it. hold on to the fight just before you cry. It won't change you, it won't change me, and I don't even wonder why. No. Want, touch, feel so much in life. Yeah, we cry, I know, baby, I know. But see, I'm waking. I feel, I touch, I breathe, I cry, I know this. So
You knocked me out. I could never be the same. I pushed you over, but here we still remain. You knocked me out. I could never be the I can take the fight, but don't you turn away. You knocked me out. You bit my lip. You held me down and kept me sober. Ooh, oh, oh, C'était donc Knock Me Out, extrait de la bande originale de The Crow City of Angels. C'est donc la fin de cette chronique. Relevé de compteurs. Si vous voulez en savoir plus sur les légendes urbaines, je vous conseille vivement la lecture de l'ouvrage Légendes urbaines, rumeurs d'aujourd'hui, de Véronique Campion-Vincent, ingénieure au CNRS, et Jean-Bruno Renard, professeur de sociologie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Cet ouvrage est paru aux éditions Payot en 2002. Et les auteurs font partie de la Société internationale de recherche sur la légende contemporaine. Un ouvrage qui présente un certain nombre de légendes et qui étudie leur origine et leur sens. Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve le 1er mars pour un nouveau numéro de Sciences et Fiction. Quant au relevé de compteurs, vous retrouverez Fabien Delorme le 15 mars. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.